De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. La beauté, quelque part, de la fiscalité, c'est aussi qu'il n'y a pas de stratégie générale. Elle est propre à chacun, elle est propre à chaque situation. La création de la holding n'a de sens que si on a au moins une machine à cash parmi les sociétés. C'est bien de pas avoir trop de fiscalité. Mais franchement, si c'est pour pas endormir, si c'est pour se dire que du jour au lendemain on peut avoir un contrôle fiscal, franchement je vois pas l'intérêt. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Se lancer dans des investissements immobiliers sans maîtriser les aspects fiscaux, c'est un peu comme conduire une voiture sans vérifier le niveau d'huile ou la pression des pneus. Tu peux toujours la conduire, mais un jour ou l'autre, tu devras t'arrêter de manière plus ou moins précipitée et constater les dégâts. Autrement dit, tu l'auras compris, il est pertinent de toujours garder un œil sur le cadre fiscal quand on investit dans l'immobilier. Mais comment à la fois optimiser la fiscalité de ces investissements et passer du temps de qualité sur les choses qui nous importent le plus, nous investisseurs, et sur lesquelles on a le plus de valeur ajoutée, comme la recherche de biens, la négociation, la rénovation. C'est le sujet d'une conversation que j'ai eue récemment avec Simon d'Aragon, notre invité du jour. Simon est docteur en droit fiscal, entrepreneur et conférencier. Il a 2 casquettes, il accompagne à la fois ses clients investisseurs sur les problématiques fiscales et il enseigne la fiscalité à l'université au travers d'un master de droit fiscal qu'il a créé d'ailleurs. Passionné par son sujet, il accompagne également des députés dans l'analyse des projets de loi de finances. Autant dire qu'on est entre de bonnes mains pour développer sur le sujet. Au cours de la conversation, on verra comment et quand considérer les aspects fiscaux dans ces projets immobiliers, quel est l'intérêt d'investir en société, de monter une structure de groupe avec holding, convention de trésorerie, etc. Comment s'organiser pour optimiser sa fiscalité tout en restant zen face à l'éventualité du contrôle fiscal. Comment se passe un contrôle fiscal aussi et quels sont les écueils à éviter quand on y fait face? Quel est l'impact fiscal d'un investissement IMO réalisé à l'étranger et pourquoi il faut réfléchir à 2 fois avant de s'y lancer? Comment se tenir informé aussi sur les grandes orientations de la fiscalité en France et naviguer au milieu de tous les documents disponibles? Simon nous partage d'ailleurs des ressources que tu pourras trouver dans les notes de l'épisode. Tu trouveras donc dans cet épisode des informations pratiques mais aussi une vision, une approche sur la fiscalité qui devrait t'aider dans tes projets d'investissement. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, Simon organise la semaine prochaine, le jeudi 17 novembre à 18h, un webinaire gratuit sur le thème de la fiscalité. Je te mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode. Et avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou de messages sur les réseaux qui font toujours plaisir. Merci à Carl et Ocean Dream pour vos commentaires encourageants sur Apple Podcasts cette semaine. Carl qui est d'ailleurs sensible au sujet de l'entrepreneuriat en couple. Je garde ça en tête. Allez, sur ce, on plonge dans notre conversation du jour sur la fiscalité avec Simon d'Aragon. C'est parti. Salut Simon, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de l'invitation. Merci à toi. Je propose et je propose aux éditeurs de plonger un petit peu sur un thème toujours très dont les gens sont très friands mais qui fait toujours peur à tout le monde en fait, qui est l'aspect de la fiscalité. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être te connaissent pas encore en fait? Alors très rapidement, je m'appelle Simon d'Aragon, je suis docteur en droit fiscal.
Donc, c'est un terme qui fait un peu peur, mais en vérité, c'est simplement des études de droit classiques, des masters en droit fiscal, et puis évidemment une thèse de doctorat en droit fiscal qui fait qu'on devient docteur en droit fiscal. Et pour te résumer un petit peu mon activité globale, donc j'ai deux casquettes, en fait, j'ai deux principales casquettes, outre celle d'entrepreneur. La première, c'est qu'évidemment, j'accompagne des gens du monde entier, de France et du monde entier, sur leur partie fiscale, sur leur problématique fiscale. J'y reviendrai un petit peu si tu veux un peu de détails. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis professeur à l'université. Donc, je dirige un master de droit fiscal et je forme les fiscalistes de demain, tout simplement. Ok, donc un monde, un pied dans le monde académique et l'autre dans le monde réel, quoi. Exactement, exactement. Ah, c'est cool, c'est cool. Écoute, c'est parfait. Alors, tu es vraiment l'interlocuteur privilégié pour nous pour déchiffrer un peu tous ces thèmes autour de la fiscalité. Alors, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être démarrer sur l'aspect fiscalité de l'immobilier et au travers de ton expérience aussi sur ça et des problématiques que tu vois au quotidien auprès d'investisseurs immobiliers, parce que c'est quand même la communauté ici qui nous écoute est quand même assez basée sur ça, sur l'investissement immobilier. Peut-être est-ce que tu pourrais préciser en fait quels sont les sujets les plus importants, pertinents sur ce gros pilier de la fiscalité immobilière, là où il y a peut-être les plus de soucis, et on peut commencer par là si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Écoute, si je dois prendre un peu les fondamentaux de la fiscalité immobilière, je crois qu'avant de parler de fiscalité, déjà, il faut avoir en tête que lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, il faut avoir une stratégie. Et une stratégie, établir une stratégie sans tenir compte de la fiscalité, c'est tout simplement faire un non-sens. Parce que au final, on fait des investissements, oui, pour se faire plaisir, mais on fait aussi des investissements pour que ce soit rentable, pour gagner de l'argent. Et si on maîtrise pas les aspects fiscaux, finalement, ça n'a pas trop de sens. Donc, je dirais qu'avant même de se lancer dans l'investissement immobilier, il faut avoir une stratégie d'investissement. C'est le fiscaliste, c'est presque la première personne à aller voir lorsqu'on décide de mener quelque chose. On décide de lancer un business, si on sort un peu de l'immobilier, dès qu'on décide de lancer un business, il faut faire appel à un fiscaliste pour bien cadrer, choisir le type de société, choisir le type de salaire ou de rémunération qu'on va se verser, etc., etc. Dans l'immobilier, je crois que les deux points fondamentaux, et tu les connais également, c'est de savoir est-ce qu'on va démarrer ses investissements en nom propre ou en société. Et ça, évidemment, il n'y a pas de réponse générale. La réponse, elle dépend de la situation de chacun. Donc là, la beauté quelque part de la fiscalité, c'est aussi qu'il n'y a pas de stratégie générale. Elle est propre à chacun, elle est propre à chaque situation. Si on est célibataire, c'est pas pareil que si on est marié ou pacsé. Si on a des enfants, c'est pas pareil si on n'en a pas. Si on est chef d'entreprise, c'est pas pareil si on est salarié, etc., etc. Et tu fais bien de le préciser en fait, et tu le disais tout de suite, que c'est l'aspect de fiscalité, c'est quelque chose à prendre en compte dans le lancement du projet. Mais à côté de ça, tu vois, comme tu dis, il y a aussi il y a des situations qui peuvent changer dans la vie. Dans quelle mesure justement on peut anticiper, préparer et mettre le thème de la fiscalité en avant lors de la construction d'un projet, tu vois? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, il faut avoir une stratégie de base qu'on va suivre, une sorte de ligne directrice. Mais évidemment que la vie fait qu'on a des évolutions dans notre situation. Et dans ces moments-là, voir un bon fiscaliste au début, ça te permet normalement d'avoir anticipé un petit peu les différents chemins. Alors, au pire des cas, s'il y a un gros changement, je vais prendre un exemple après pour que ça parle à tout le monde, mais s'il y a un gros changement, certainement qu'il faudra faire évoluer la stratégie. Quelqu'un qui a décidé de développer une stratégie et finalement, au bout d'un an, il décide de s'expatrier à l'étranger, peut-être que toute sa stratégie change parce que, pour te prendre un exemple, quand on devient non-résident, lorsqu'on devient ce qu'on appelle un Français de l'étranger, le régime location meublée non professionnelle, ce ne sont plus les mêmes conditions qui s'appliquent, par exemple. Donc, il y a un gros changement d'un coup. Il va falloir l'anticiper avant de s'expatrier. Donc, l'idée quand même, c'est d'avoir la prudence nécessaire pour s'organiser avant de faire. Et je sais que c'est un peu le problème de pas mal d'entrepreneurs, c'est de dire je fais puis après on voit. Alors c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse, surtout en matière fiscale. Donc au moins, anticiper un petit peu au démarrage, même si effectivement il se réserver un peu une marge de manœuvre entre guillemets pour les changements et au fil du temps, mais au moins au démarrage avoir quelque chose de y avoir pensé en fait. C'est ça l'idée. Tu peux nous expliquer peut-être dans les grandes lignes encore une fois peut-être les avantages, les inconvénients justement, les situations sur lesquelles il y a pas photo, faut être en société ou autre en nom propre justement. Déjà, si on doit poser quelques règles qui permettront à pas mal de personnes, aux auditeurs, de dégrossir un peu leur propre situation.
Déjà, quand on démarre l'investissement immobilier et qu'on est seul, qu'on veut investir seul, absolument aucun intérêt d'aller créer une société. Les créations de sociétés, c'est répondre à certains besoins. C'est par exemple investir à plusieurs. C'est par exemple envisager de transmettre du patrimoine à ses enfants. Voilà, c'est des cas un peu particuliers. Lorsqu'on est dans une situation classique, célibataire sans enfants, célibataire fiscalement évidemment quand je dis célibataire, et qu'on est au début de ces investissements, il n'y a absolument aucun intérêt, à première vue, sauf cas particulier, à aller créer une structure. Donc ça, je crois que c'est un premier principe fondamental. Ne vous laissez pas entraîner par des recommandations de personnes qui veulent vous faire créer des sociétés. Parce que, je vais te le dire de manière très frontale et très directe, le gars qui vous dit de créer une société, c'est parce qu'il vous la crée. Parce qu'il vous facture 1 500 € la création de société. Donc, à un moment donné, il faut aussi être capable de dissocier, en fait, les compétences des personnes. Quelqu'un qui vous crée une société est pas forcément compétent pour vous dire ce qu'il y a de mieux à faire pour vous stratégiquement. Oui, tu fais bien. Il y a cet effet-là aussi, effet d'annonce. Ah, j'ai une société, j'ai une SCI, on brille en société justement. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent pour toi. Et quand est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup de se mettre en société? Tu parlais de l'association. Il y a d'autres situations sur lesquelles c'est vraiment important d'y aller. Alors il y a plusieurs cas. Encore une fois, c'est très délicat en matière fiscale. Et je tiens vraiment à le dire aux auditeurs, à tes auditeurs et aux auditeurs qui vont nous entendre. Ne prenez pas ce que je vous dis comme des principes généraux applicables sans réflexion, parce que la matière fiscale, c'est tout sauf ça, et c'est pour ça d'ailleurs que mon métier existe. Ce qu'on peut, si on devait récapituler peut-être un ou deux cas importants, déjà quand je décide de m'associer avec quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il faille créer une société. Pour une raison très simple, c'est que si je m'associe avec quelqu'un dans un projet, il faut être capable d'anticiper, lorsque tout va bien, ce qui pourrait aller mal plus tard. Exemple, regarde Paco, si toi et moi, on décide de s'associer sur un projet immobilier. Pourquoi je vais créer une société? Pour une raison très simple. Une seule, je vais t'en donner une seule, même s'il y en a des dizaines, je vais t'en donner une seule. La principale raison, c'est que si demain on s'associe, on fait un projet ensemble, on achète un bien ensemble, demain, tu décèdes, qu'est-ce qui est prévu dans les statuts? Parce que si on fait pas de société, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans ce qu'on appelle en indivision, avec soit tes héritiers en ligne directe si tu as des enfants, soit madame si tu es marié ou pacsé, soit si tu n'as pas d'enfant, écoute bien, c'est une règle de succession classique, quand ça descend pas, ça remonte. Ça veut dire que potentiellement, je me retrouve en indivision avec tes parents. Tu vois bien que si on prévoit pas ce cas-là dans des statuts de société, et inversement, pareil pour toi, si je décède, tu te retrouves dans une situation que tu maîtrises pas. Donc, l'avantage de la société, c'est que dans les statuts de société, on va tout cadrer. On va prévoir par exemple que si je décède, oui, mes héritiers, ils ont le droit à la valeur des parts, mais par contre, ils n'ont pas le droit d'être associés avec toi. Tu vas leur racheter finalement la valorisation des parts à l'instant où je suis décédé, par exemple. Donc, on va pouvoir en fait cadrer toutes les hypothèses, toutes les difficultés qui peuvent exister. Et c'est ça la force de la société, c'est que grâce au statut, et grâce parfois en complément à ce qu'on appelle un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires, on va pouvoir tout cadrer. Toutes les hypothèses qui pourraient poser problème plus tard, on va les cadrer. Ouais, non, c'est très très puissant du coup. Comme situation. Et comme tu dis, le décès c'est le principal, on va dire, événement qui peut causer des problèmes. Mais il y en a d'autres, j'imagine que. Est-ce que tu peux tous les anticiper et les mettre dans des statuts Tu peux tout anticiper. C'est le propre même de tes conseils. Ils sont là pour t'aider à tout anticiper. Je prends un autre cas. Demain, on est associé à 50-50. T'as envie que ta femme ou j'ai envie que ma femme rentre dans la société. Eh ben, c'est pas possible sans ton accord. Parce qu'on aura prévu une clause, alors que si on est en indivision, si on n'a pas prévu cette clause-là, eh ben moi je peux vendre à n'importe qui, tu te retrouves associé avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on va tout cadrer, quoi, finalement. On va se protéger mutuellement l'un et l'autre, et ça, il faut le faire quand tout va bien, parce que c'est pas quand tout va mal qu'on règle les problèmes. Alors, la plupart des gens à qui je discute, quand ils démarrent l'investissement, tu vois, il y a plusieurs étapes. Enfin, tu vois, pour commencer à créer, faut profiter de l'effet de levier. Tu vois, vraiment l'investissement IMO le plus vertueux, qui marche bien au démarrage. Et beaucoup donc optent pour la location LMNP, tu vois, qui est encore une des niches fiscales en France. D'autres font du déficit meublé aussi, ils veulent pas entendre parler déficit foncier, pardon, et ils veulent pas entendre parler du meublé. Et il y a aussi le Pinel, par exemple, qui était beaucoup
dont beaucoup de gens le voyaient d'une mauvaise façon, mais j'ai appris au fil des entretiens notamment que en fait il peut être aussi puissant comme outil s'il est notamment jumelé avec le déficit foncier, notamment sur l'exploitation nue. Est-ce que pour toi il y a un passage un petit peu obligé, un standard dans le régime fiscal à adopter en fonction de son exploitation pour un investissement qui démarre, pour un investisseur qui démarre, et puis après peut-être pour un investisseur qui veut scaler un peu plus, tu vois. Est-ce qu'il y a des régimes fiscaux qui correspondent fondamentalement à chacune de ces étapes ou pas, quoi? Déjà, ce qu'on peut affirmer sans prendre aucun risque, c'est que c'est vrai, la location meublée non professionnelle, le régime LMNP, en régime réel, pas en régime micro, en régime réel, est un régime qui fonctionne très bien. C'est une niche fiscale, il faut évidemment le constater. Et donc n'importe qui, pour démarrer ses investissements, peut se lancer avec ce régime fiscal dans l'investissement immobilier. Ça, c'est vraiment le premier point. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que contrairement à ce qu'on entend, la location nue, lorsqu'elle est maîtrisée, avec du déficit foncier par exemple, mais lorsqu'elle est maîtrisée, c'est aussi puissant finalement que le LMNP. Il faut juste être en mesure de maîtriser la réglementation fiscale pour maîtriser au mieux son investissement. Et juste une parenthèse sur le Pinel, parce que tu en parlais, et je trouve que c'est important d'en parler. C'est pas moi qui le dis, il y a des études qui sont sorties dans la presse, etc. T'as 90-95% des Pinel qui sont catastrophiques, parce que c'est que des contraintes, et finalement, à la sortie, c'est pas de gain pour l'investisseur. Mais par contre, il faut quand même le dire, il y a 5 à 10% des Pinel qui ont été des opportunités exceptionnelles pour certains investisseurs. Donc, encore une fois, je crois que c'est très important en matière fiscale, et c'est vraiment le sens du message que je veux transmettre aujourd'hui au passage. C'est pas tout noir ou tout blanc, la fiscalité. C'est pas une stratégie qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment au cas par cas. Et il y a du bon partout et il y a des risques partout, mais il faut avoir une vraie stratégie. D'accord. Tu dirais pas du coup qu'un régime fiscal ou un autre est à privilégier en fonction de son parcours dans l'immobilier? Tu dirais que finalement. Pour démarrer, si je te l'ai dit, pour démarrer, la location meublée non professionnelle, c'est très bien. Quelqu'un qui veut faire un premier investissement, c'est tout à fait adapté à son profil. Par contre, derrière, quand on veut vraiment se constituer un patrimoine de manière plus avancée, là, on va rentrer progressivement sur des choses un peu plus complexes, un peu plus techniques. Ok. Une petite question technique par rapport à ça, justement, que j'ai reçu d'un auditeur récemment. Quand un immeuble, par exemple, tu achètes, tu veux faire d'un côté du déficit foncier en exploitation nue, de l'autre côté du LMNP, comment est-ce que tu ventiles les coûts, notamment de rénovation ou autre? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas? Ouais, bien sûr, c'est finalement, j'ai envie de dire, la matière fiscale, dis-toi toujours et dites-vous toujours, chers auditeurs, que il y a rien de plus réaliste, il y a rien de plus logique, il y a rien de plus concret. Si on a eu tant de travaux qui ont été réalisés dans un immeuble de rapport sur tel lot, alors tel lot, on lui affectera les travaux qui ont été réalisés. Et si on a eu un devis global, il faudra faire un prorata en fonction du mètre carré. En fait, on est sur du très concret. Alors, par contre, j'ai quand même une recommandation pour le cas que tu évoques. Lorsque dans un immeuble de rapport, dans un même immeuble, on fait à la fois du nu et du meublé, je vous engage vraiment à avoir des factures de travaux par lot. Ça permettra comptablement de quand même beaucoup mieux s'en sortir, et en cas de contrôle fiscal d'être, on va dire, protégé sur ce qu'on a décidé de déduire d'un côté ou de déduire de l'autre selon qu'on est en nu ou en meublé. Donc juste voilà, être le plus carré possible, c'est vraiment important. Faire plusieurs factures, mais ensuite si on est sur une facturation globale, évidemment la ventilation se fera de la manière cohérente en fonction du nombre de mètres carrés ou en fonction du lot qui est concerné. Ok, parfait. Non, ça me rappelle aussi de la bonne pratique de mettre dans un compte à part les revenus liés à une même exploitation, en fait, pour pouvoir montrer finalement derrière les flux entrants et sortants dédiés à une opération versus une autre, que ça soit bien organisé, quoi. Donc il y a aussi à côté toute une organisation à faire. Exactement. Il y a une sorte en fait de pédagogie à avoir pour anticiper un contrôle fiscal. En fait, moi c'est comme ça que je le présente, c'est que souvent, on a tendance à se dire, ouais, on verra le jour où j'ai un contrôle. Non, en fait, c'est tout le contraire. C'est on se prépare au contrôle de manière continue. Comme ça, en plus, on apprend à être bien carré, et le jour où on a un contrôle, ça roule tout seul, quoi, finalement. Ouais, faut être le bon élève, quoi, du coup. Exactement. Est-ce que on peut parler peut-être du montage en société en tant que tel, et des choses peut-être classiques, cohérentes, puissantes que tu vois au travers des cas que tu étudies, des clients que tu as, sur des choses qui fonctionnent et comment ça marche?
Alors, déjà, les montages en société, les montages, on va dire, un peu plus techniques, s'adressent surtout aux chefs d'entreprise. Il faut se dire les choses concrètement. Créer une société, ce qu'on appelle une société holding, une société holding qui va chapeauter un groupe, parce que le but d'une société holding, c'est de chapeauter un groupe de sociétés. Elle va chapeauter plusieurs sociétés qui sont en dessous de la société principale. Il faut que le gars soit chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que le but de la holding, c'est de faire circuler l'argent entre différentes sociétés. Et s'il n'y a pas d'argent qui circule, ça sert à rien. Concrètement, la création de la holding n'a de sens que si on a au moins une machine à cash parmi les sociétés. Donc, très opportun pour un chef d'entreprise qui détient des parts de sa société principale, de son business, de créer une société holding au-dessus parce que ça va lui permettre de faire circuler de l'argent depuis son business principal vers d'autres types de sociétés, de type par exemple SCI pour investir dans l'immobilier. Alors, après, lorsqu'on met en place ce type de montage, il y a un certain nombre de règles à respecter. Par exemple, les sociétés qui sont en dessous de la holding doivent être des sociétés à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent l'exercice doit se tenir sur les mêmes périodes, janvier-décembre. Bon, voilà, il y a un certain nombre de règles à respecter, mais dans l'ensemble, je dirais que ce montage-là, qui est extrêmement efficace, d'avoir une société holding, n'a de sens que si j'ai au moins une société qui chiffre, parce que sinon, c'est beaucoup de frais comptables pour pas grand-chose. Et ces frais, il faut qu'ils soient justifiés par le financement d'autres opérations. Ouais. Donc tu parlais de convention de trésorerie, notamment la possibilité de faire passer des flux de l'un vers l'autre. C'est convention de trésorerie ou versement de dividendes, ça peut être les deux. On parle beaucoup des conventions de trésorerie, mais ça peut être après avoir fait mon résultat dans ma boîte, je verse des dividendes à ma holding. Comme ça, au moins, parce qu'une convention de trésorerie, c'est un prêt, concrètement. C'est-à-dire que tu as un prêt d'argent et il va falloir le rembourser tôt ou tard. Si tu le fais sous forme de dividendes, au moins c'est réglé, T'as envoyé l'argent là-haut, terminé. Et tu peux la redescendre, du coup, l'argent? Bien sûr, sous forme d'apport, sans aucune fiscalité. C'est ça l'avantage de ce montage, c'est que l'argent va circuler, alors quand il remonte sous forme de dividende, il y a une petite fiscalité, très légère. Par contre, lorsque l'argent est dans la holding et qu'il redescend sur d'autres sociétés, c'est des apports, ce qu'on peut appeler des apports en compte courant, et ces apports-là ne sont pas fiscalisés. Ça veut dire que l'argent que je renvoie dans d'autres business n'est pas fiscalisé. En fait, tout l'intérêt de ce montage, c'est que tant que l'argent reste dans le groupe de sociétés, la fiscalité est quasi inexistante ou en tout cas très faible. C'est ça l'avantage. Par contre, si je veux récupérer de l'argent en perso pour aller me payer mes vacances ou pour aller au casino ou pour aller je ne sais quoi d'autre, évidemment que je serai soumis à la fiscalité classique, aux taxations des dividendes classiques, etc. Oui, c'est pour ça que voilà, il est pertinent dans certains cas, j'imagine, maîtriser de passer des choses en frais, en fait, de passer en dépenses. Exactement, c'est une logique d'investissement, tout ça. C'est-à-dire que un gars moi j'ai des clients qui ont 60, 65 ans, qui vendent leur business principal. J'en ai eu un la semaine dernière. Il vend 3 ou 4 de ces restaurants, il me semble. Il vend tout, quasiment tout. Est-ce que ça a un intérêt de lui faire constituer une holding? Ça se réfléchit. Il a 60, 65 ans. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à lui remettre cette logique d'investissement? Il a peut-être simplement envie de récupérer du cash et d'aller vivre tranquille. Donc il faut aussi avoir ça en tête. On est dans une logique d'investissement quand on fait ça. Et les écueils dans lesquels ne pas tomber quand on fait une société, qu'on veut justement la flexibilité de flux non taxés, on va dire, non imposés, parce que tu parlais notamment donc de l'apport de la holding à la société fille une fois qu'on avait remonté les dividendes dessus. J'avais compris, moi, que c'était plus pertinent de prêter à la holding pour qu'elle puisse nous le rendre défiscalisé en remboursement de compte courant. Mais l'inverse, du coup, est la même chose. Il n'y a pas de différence. Oui, en fait, si tu veux, quand tu fais des conventions de trésorerie, l'avantage, c'est que tu prêtes de l'argent à ta holding. Donc, t'as pas le petit frottement fiscal que t'as sur une remontée de dividendes, qui est très faible, mais ça reste quand même un petit frottement fiscal. Après, ça reste un prêt, il faudra le rembourser. Et un prêt en société, normalement, c'est avec des intérêts. C'est pas sans intérêt, parce que sinon on tombe dans l'acte anormal de gestion. Donc attention, quand on prête de l'argent à une société, même si c'est sa propre société, même si on détient les parts des deux sociétés en question, il y a des intérêts à mettre en place. Parce que n'oublions jamais qu'une société, ce n'est pas nous. Ma société, c'est pas moi. Donc je dois respecter son intérêt, je dois respecter son objet social, je dois lui faire gagner de l'argent. Et une société, quand elle prête de l'argent, il faut qu'elle ait un intérêt à le prêter. Donc, il faut des intérêts. Et ces intérêts, ils seront taxés parce que c'est des intérêts, c'est de la rémunération pour la société, donc ce sera taxé. Voilà pourquoi je te disais, les conventions de trésorerie, c'est très bien, d'accord? C'est effectivement très bien. Mais si en fin d'année, j'ai un résultat sur ma boîte de 100 000 euros, ça vaut peut-être le coup de remonter les 100 000 euros sous forme de dividende.
parce que j'ai payé mon impôt sur les sociétés. Si je remonte sous forme de dividende, j'ai un très faible taux j'ai une imposition très légère, un tout petit frottement fiscal. Mais au moins, une fois que c'est fait, c'est plié, quoi. On reviendra pas, il y aura pas de remboursement, etc. Ouais, donc tel que je le comprends, la conversion de trésor, c'est notamment surtout quand tu fais pas de résultat encore sur la société fille et que tu veux remonter du cash ou faire. Exactement, et surtout la convention de trésorerie, son gros avantage, c'est que tu peux le faire n'importe quand dans l'année. C'est-à-dire que dès que tu as besoin, tac, tu fais ta convention de trésorerie. Alors que les dividendes, c'est une fois par an. Enfin, le principe, c'est que c'est une fois par an. Il y a des exceptions, mais le principe, c'est que c'est une fois par an. Ok, donc ouais, avec le désavantage, on va dire, de défaut de fiscalité sur les intérêts de l'emprunt quand tu prêtes à ta société et inversement, quoi. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs, justement, je parlais d'écueils, mais est-ce qu'il y a des plantades mémorables sur les montages en société? Enfin, est-ce que si on se plante, est-ce que c'est grave en fait, parce que ça paraît un peu, peut-être pour les gens qui nous écoutent, compliqué, où on se dit c'est la grosse artillerie. Est-ce qu'on peut dédramatiser? Ouais. Il faut être concret. Quand on fait de la fiscalité, on est concret. Il faut savoir combien ça coûte. Créer une société, ça coûte entre 1005 et 2000 euros hors taxe, tout compris. Ensuite, vous avez un forfait de gestion comptable par société. Dites-vous entre 100 et 200 euros par mois, pour faire simple. Ce sera sûrement moins sur des sociétés où il se passe rien, mais 100 à 200 euros par mois, au moins on est tranquille. Vous rajoutez un bilan par société par an. Vous rajoutez un compte bancaire par société, avec quelques petits frais. Ça veut dire que, voilà, on se met bout à bout les frais, on regarde combien ça coûte, et puis ensuite on regarde en bas, est-ce que j'ai une société qui chiffre suffisamment pour justifier ces frais qu'on va engager. Voilà, c'est plus ça ma recommandation. Et une info quand même que je trouve intéressante à voir, on vous la donnera jamais parce que c'est pédagogiquement un peu bizarre de le dire, mais moi, mine de rien, je trouve ça intéressant de le savoir. Combien ça coûte de fermer une société? De fermer une société, ça coûte plus cher que de la créer. Faut compter entre, 2 et 3500 euros pour fermer une société. Donc, je trouve que c'est une donnée quand même importante à avoir parce que on n'est pas à l'abri qu'une société fonctionne pas bien. Si on veut la fermer, ça coûte 2 à 3000 euros, enfin 2 à 3500 euros. On peut la mettre en sommeil plutôt que de la fermer. Donc ça coûte rien, mais on peut pas la mettre en sommeil 10 ans non plus. Mais voilà, je trouve que c'est le genre d'infos qu'on donne pas forcément et qui sont quand même bonnes à avoir à l'esprit. Tu disais, ouais, c'est intéressant. Tu disais, on peut pas la mettre en sommeil indéfiniment. Il y a des règles. Enfin, c'est quoi la contrainte, ouais? Non, alors je connais pas. Alors pour le coup, je vais être très transparent avec toi. Je connais pas la réglementation précise sur le sujet, mais j'en avais discuté avec mon expert comptable à l'époque. Et sur la mise en sommeil, généralement, c'est 1 ou 2 ans maximum. Après, est-ce que c'est une exigence légale de la fermer au bout d'1 ou 2 ans? Ça, je sais pas. Il faudrait vérifier. Pour le coup, j'ai pas la réponse. Mais je crois que c'est quand même moyen. Et puis surtout, au bout de, c'est pas parce que tu la fermes pas, que tu dois pas avoir un bilan, etc. Même un bilan à 0. Donc du coup, si tu multiplies les coûts des bilans au bout d'un certain nombre d'années, ça a pas trop de sens, quoi, finalement. Oui, effectivement, si t'es tenu de dresser un bilan parce que t'as une société et qu'elle fait rien dessus, ça te fait des coûts alors qu'il y a rien. Oui, carrément. Donc là, ça vaut pas le coup de le faire, quoi. Un peu plus tôt dans l'entretien, t'évoquais le contrôle fiscal et je pense que finalement, la finalité de tout ça, des connaissances qu'on essaie d'avoir sur la fiscalité, c'est pour éviter, pour être dans les clous, éviter ce genre de problème. Mais quand il survient, en fait, qu'est-ce que tu conseillerais, comment tu conseillerais d'appréhender le contrôle fiscal, en fait? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de principes à avoir en tête. La première chose, c'est d'avoir un bon expert comptable. Alors vous allez me dire comment on fait à savoir si j'ai un bon expert comptable. Je vais pas évidemment taper sur les experts comptables qui sont, en plus j'en connais plein, c'est des super personnes et j'en ai même plusieurs à titre perso. Non, je pense qu'il faut avoir, quand on a un cabinet comptable qui nous suit, il faut qu'il soit carré, qu'il soit réactif et qu'il soit un minimum disponible. Ça, je crois que c'est un point fondamental. Non, donc il faut avoir d'abord un expert comptable pour tenir sa compta. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, si je rentre un peu dans le contrôle fiscal, il y a 2-3 écueils à éviter. Les premiers trucs sur lesquels on peut être embêté, c'est la notion d'abus de droit. Première notion, la notion d'abus de droit. L'abus de droit, c'est quoi? L'abus de droit, c'est je vais faire quelque chose que je sais potentiellement être mauvais, mais qui va m'avantager, mais qui n'est pas forcément contraire à la loi officiellement. C'est-à-dire que je vais mettre en place un montage que pour des raisons fiscales, mais sur le papier, c'est pas forcément contraire à la loi. Bon, ça revient à se moquer du fisc. Et quand on se moque du fisc, quand on fait un montage qui a un but uniquement fiscal, le fisc, il est pas content, il vient nous voir, et puis il fait comme si le montage n'existait pas. Je prends un exemple tout bête. Et ça, c'est une question qui revient beaucoup, et je suis sûr qu'elle parlera à tes auditeurs.
j'ai plein de personnes, plein de clients que j'accompagne qui me disent je vais créer une société à l'étranger parce que l'impôt sur les sociétés il coûte moins cher à l'étranger. Exemple, Dubaï. Je crée une société à Dubaï, je paye pas d'impôt comme ça sur ma société. Eh ben, quand on crée une société à Dubaï, alors qu'on est résident fiscal français, on commet un abus de droit. On n'a pas le droit de créer une société à Dubaï comme ça. Ou de créer une société en Suisse, à Luxembourg, ou peu importe, comme ça. Si je crée une société à l'étranger, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une vraie substance économique à l'étranger. Une vraie activité, des bureaux, des salariés, quelque chose qui justifie cette création. Si c'est juste à des fins fiscales, tu te souviens ce que je t'ai dit pour l'abus de droit, si c'est juste à des fins fiscales, alors on commet ce qu'on appelle un abus de droit. Et si on commet un abus de droit, le fisc français a le droit de considérer que notre montage n'existe pas. Ça veut dire qu'il va pouvoir nous imposer en France comme si on était en France, avec des intérêts de retard, une majoration qui peut aller jusqu'à 80% si on est de mauvaise foi, etc. Et tout un tas d'amendes qui pourraient être liées au montage qu'on a mis en place et qui n'est pas justifié par des raisons autres que fiscales. Donc, tu vois, le premier point fondamental pour moi, c'est ça. C'est, attention, essayer d'échapper à la fiscalité, ok, je veux bien qu'on essaie d'optimiser, mais on fait pas n'importe quoi. Et on se fait surtout pas avoir par, pardonne-moi l'expression, mais tous ces vendeurs de rêves sur Internet qui vous disent venez, devenez résident à Dubaï, devenez résident à Singapour, à Hong Kong. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, hein. Qu'on soit bien clair, c'est être résident d'un État, ça veut pas dire être résident fiscal d'un État. Moi, demain, je peux avoir une carte de résident à Dubaï sans problème si j'y passe une nuit tous les 6 mois. Mais pour autant, fiscalement, je n'existe pas là-bas. Je suis résident fiscal français. Donc, attention à ces petites subtilités qui conduisent à faire n'importe quoi et qui nous mettent dans ce qu'on appelle l'abus de droit. Hein, on commet un abus de droit et ça pique. Et ça pique. Dans un instant, Simon nous explique pourquoi il déconseille d'investir dans l'immobilier à l'étranger, comment concrètement se passe un contrôle fiscal, et il nous raconte un contrôle qui lui est arrivé, et pourquoi il ne faut pas paniquer face aux rumeurs de la disparition des niches fiscales et d'un changement brutal de la fiscalité en France. À tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique. 2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Là, tu parles vraiment, quand tu parlais du cas d'abus de droit avec une société immatriculée à l'étranger ou à Dubaï, là, tu parles vraiment on change le siège social de sa société dont l'activité économique est en France, on le met à Dubaï, simplement, quoi. Ouais, mais même j'ai envie de dire, le plus important, en fait, c'est d'abord d'avoir un point sur sa propre situation personnelle. C'est-à-dire que, moi, si demain, Paco, tu me dis, je veux créer une société à Dubaï parce que je paye trop d'impôts en France, tu pourrais me contacter et me demander ça. Eh ben, la première chose que je te dirais, c'est ok, tu fais tes valises et tu vas t'installer là-bas. Et c'est pas négociable. C'est-à-dire que ne commence pas à me dire ouais, je vais y aller de temps en temps. Non, c'est pas de temps en temps. C'est que tu vas t'installer là-bas. Et si t'es marié et que t'as des enfants, tu vas avec eux là-bas. Tu fais pas juste toi les allers-retours. Ça marche pas sinon. Tu vois un petit peu la subtilité, c'est que on peut pas décorréler sa situation personnelle avec son business. C'est pas possible ça. Et ça, beaucoup de gens malheureusement se font avoir par je te dis, ces publicités là qu'on voit sur Internet, etc. D'ailleurs, je raconte la petite anecdote quand même, hein, mais au moins ça servira à tes auditeurs. Quand vous voyez ce type de publicité en créer votre résidence en Estonie, machin, je sais pas quoi, là, tous ces trucs-là, il y a un truc très simple à faire. C'est que sur le site, vous cherchez les fondateurs du site, leur nom et leur prénom et leur diplôme. Et la plupart du temps, moi je l'ai fait à chaque fois. À chaque fois, vous avez ni les coordonnées, vous savez pas qui y a derrière le site. Quand vous savez pas qui y a derrière le site, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et c'est pas compliqué, hein, à vérifier, hein.
Dire, moi, vous tapez mon nom sur LinkedIn, il y a tous mes diplômes, il y a tout ce qui va, hein, tout ce qui va bien, on est sur quelque chose de logique, de cohérent, quoi. Donc voilà, donc attention à cette notion d'abus de droit. Après, sur le contrôle fiscal, évidemment, il y a tellement de choses à dire, la manière dont il faut se comporter avec un contrôleur. Évidemment, n'oubliez jamais, on est face à un contrôleur des impôts, il fait son travail, il vient là pour vérifier ce qui s'est passé, est-ce que vous avez respecté la loi, c'est son travail. Il faut respecter son travail et il faut lui fournir tous les justificatifs qui lui sont qui nous demandent. Et c'est à ça que sert justement le bon expert comptable qui a tenu une comptabilité carrée, qui a fait les choses correctement. Et si j'avais un message à passer sur cette logique d'optimisation, et c'est peut-être la phrase que retiendront le plus les auditeurs, moi je dis toujours, c'est ma phrase à moi, je dis toujours, il faut trouver un juste milieu entre optimiser sa situation et dormir tranquille. C'est-à-dire que c'est bien de pas avoir trop de fiscalité. Mais franchement, si c'est pour pas endormir, si c'est pour se dire que du jour au lendemain on peut avoir un contrôle fiscal, franchement, je vois pas l'intérêt. Ouais, non, c'est très juste. C'est très juste ça. Là où moi je me dirais quand même que enfin, je dormirais bien, hein, mais là où j'aurais peut-être des doutes, c'est en me disant, tu vois, cette notion d'abus de droit, il y a quand même une place pour l'interprétation de l'intention, tu vois, de la personne qui commet les choses, qui est quand même un petit peu dans le domaine du subjectif. Bon là, clairement, ton exemple en société à l'étranger, je crois que c'est assez facile à déceler en fait l'intention maligne, on va dire, de ça. Mais est-ce qu'il y a des situations sur lesquelles peut-être c'est un peu plus flou, où il peut y avoir une interprétation des deux côtés finalement, que c'est justifié ou pas, et où les gens se font prendre par le fisc sur ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un contrôle fiscal sur des situations un peu limites, hein, comme ce que tu es en train d'évoquer, on est dans une discussion avec l'agent de l'administration fiscale. C'est-à-dire que on va lui expliquer pourquoi on a fait les choses et pourquoi on a pris cette position. Si on fait quelque chose de complètement illégal, il n'y aura pas de discussion. Par contre, si on prend par exemple une charge déductible sur une société, j'ai passé en charge déductible l'achat du micro que tu m'as fait acheter pour ce podcast, et qui au passage ne fonctionne pas très bien pour l'instant, mais bon, ça c'est pour la parenthèse. L'achat de ce micro passe en charge déductible sur ma société. L'agent du fisc pourrait très bien me dire, mais quel intérêt ça a pour votre société d'avoir acheté ce micro? Et je pourrais justifier ce point-là en lui disant, l'achat de ce micro me permet de tourner un podcast avec Paco, et donc potentiellement d'avoir des clients auditeurs qui vont me rejoindre dans ma société parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont des besoins fiscaux. Donc la justification, elle est OK. Par contre, si je sais pas, moi j'ai une dépense qui n'a absolument aucun lien avec ma société. Je sais pas, moi j'achète 4 ordinateurs alors que je suis tout seul dans ma structure par exemple. Bon, je suis pas tout seul, mais imaginons que j'achète 4 ordinateurs que pour moi. La question peut se poser de l'intérêt pour la société de cette dépense. Et donc là, il y aura une discussion avec le fisc. Alors, je pourrais peut-être lui dire que j'ai peur que ça tombe en panne, que quand le micro marche pas, je prends un autre ordinateur. Bon, alors, on pourrait imaginer plein de choses, mais du coup, on est quand même dans la discussion. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ok. Comment ça se passe typiquement un contrôle? Combien de temps ça dure? Si on monte page blanche et on a un expert comptable qui est là et qui présente toutes les pièces, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours? Comment ça se passe? Alors, de manière très simple, hein, je peux raconter un contrôle fiscal que j'ai eu il y a quelques semaines ou quelques mois, sans problème. Déjà, un contrôle fiscal, il concerne un impôt en particulier, normalement. C'est-à-dire que tu as un contrôle fiscal sur l'impôt sur les sociétés, ou sur la TVA, ou sur l'impôt sur le revenu. Prenons l'exemple, ça a été mon cas, contrôle fiscal sur la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Généralement, ça se déroule en 3 ou 4 gros rendez-vous. Premier rendez-vous, alors déjà, on reçoit un courrier, évidemment. On reçoit un courrier qui nous informe. D'ailleurs, le début du courrier est très clair, c'est assez amusant. Il y a marqué nous vous informons que vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal. Voilà, c'est très clair. Vous pouvez afficher très clairement. Et ensuite, il y a tous nos droits qui sont marqués dans le courrier. On nous fixe une date de rendez-vous. Donc là, première recommandation, rendez-vous disponible. On vous donne un rendez-vous. Commencez pas à dire je suis pas disponible, à reporter le rendez-vous, etc. Non, il y a des choses pour lesquelles il faut se rendre disponible. Donc on se rend disponible. On a un premier rendez-vous avec le contrôleur de l'administration fiscale. Ce premier rendez-vous, il faut qu'il y ait l'expert comptable, évidemment. Au cours de ce premier rendez-vous, l'agent du fisc va nous expliquer ce qui nous est reproché potentiellement.
et va demander tout un tas de pièces justificatives à l'expert comptable qui est là. L'expert comptable va mettre sur clé USB tous les éléments et les donner à l'agent de l'administration fiscale ou lui transférer par voie dématérialisée, ça peu importe, ils se mettent d'accord entre eux. Ça, c'est le premier rendez-vous. Ensuite, le contrôleur d'administration fiscale part et va faire son analyse de la situation avec toutes les pièces qu'on lui a demandées. Il peut demander des pièces complémentaires. Deuxième rendez-vous, on se revoit, il nous explique qu'à la lumière de tout ce qu'il a vu, voilà potentiellement vers où il va. Et il nous informe qu'il va nous envoyer un courrier prochainement qu'on appelle une proposition de rectification. C'est-à-dire un courrier dans lequel, ça va vous coûter tant, il y a un redressement, il y a des intérêts de retard, il y a une majoration de 40%, 80% en fonction de la situation. Voilà combien ça va vous coûter. Donc, deuxième rendez-vous, hop, il nous informe de ça, il nous envoie le courrier avec la proposition de rectification. Et généralement, il y a un troisième rendez-vous au cours duquel on va valider ensemble déjà oralement tout ce qui est prévu dans la proposition de rectification. C'est là qu'on va essayer peut-être de négocier certaines choses. C'est de la négociation. On va essayer par exemple de faire sauter les intérêts de retard. Ou alors, comme tu le disais tout à l'heure, si on est de bonne foi, l'agent du fisc estime qu'on est de bonne foi, il va peut-être annuler de lui-même un certain nombre d'intérêts, de majoration, parce qu'il estime que c'est une erreur. Voilà, ça peut arriver. On n'est pas des spécialistes de tous de la fiscalité. Et donc, on va se mettre d'accord et puis on va finalement, in fine, signer la proposition de rectification. Si on est d'accord, signer cette proposition de rectification et payer ce qu'on doit payer. Si on n'est pas d'accord, on a un certain nombre de procédures qui sont possibles. Déjà, on peut saisir à tout moment son supérieur si on estime qu'il se comporte mal, qu'il nous manque de respect, qu'il respecte pas nos droits. On peut saisir son supérieur hiérarchique. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, évidemment, on peut faire ce qu'on appelle une procédure judiciaire, aller devant le tribunal compétent pour contester la rectification qui est faite. Voilà un peu, grosso modo, comment ça marche un contrôle fiscal. Ok. Donc oui, pas mal de possibilités de discussion, effectivement, les intérêts de retard qui pourraient être levés, si c'est possible. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle, il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une demande de remise gracieuse. Une remise gracieuse, c'est on a fait une erreur, merci d'en tenir compte et de nous annuler telle et telle pénalité. Ok. Il y a un délai aussi de prescription à partir duquel, si on sait qu'on a un truc Bien sûr. Ouais. Pendant combien de temps on tremble avant d'être tranquille, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fait des choses pas très bien. Ça dépend, il y a plusieurs délais de prescription. Généralement, en matière d'impôt sur le revenu, je fais généralement parce qu'il y a des délais pour chaque situation, évidemment, mais généralement, retenez que pour l'impôt sur le revenu, on peut avoir un contrôle pendant 3 ans en plus de l'année en cours, de l'année d'imposition. Ça veut dire qu'en gros, pendant 4 ans, il faut conserver tous les justificatifs et tout ce qui va nous permettre de justifier ce qu'on a fait auprès du fisc. Après, il y a plein d'autres délais qui existent. Si j'ai pas fait de déclaration, ça peut être 6 ou 7 ans selon les impôts. Bon, voilà. Généralement, il faut retenir 4 ans. Ouais. Faut quand même garder les archives, quoi, finalement. C'est une question d'organisation. Ouais. Ah non, complètement. Alors, je voulais t'emmener sur le terrain. Justement, tu parlais de l'étranger, mais tu parlais de baser ou pas sa société à l'étranger pour bénéficier d'un régime fiscal plus doux, plus accueillant. Est-ce que il y a aussi des gens qui veulent investir en fait des projets d'investissement à l'étranger, je pense en immobilier, il y a dans les pays de l'Est, etc. T'as dû voir peut-être ou peut-être accompagner des clients dans ce genre d'entreprise. Où est-ce que tu mettrais l'accent en fait, pas l'accent, mais où est-ce que tu conseillerais de regarder pour s'assurer que c'est un bon truc, c'est un bon deal et qu'on se fait pas avoir là-dessus? Alors tu parles d'investissement immobilier à l'étranger là, c'est ça? Ouais, après ça peut être plus largement d'investissement, même pour des sociétés ou autres, mais ouais. Alors déjà, je crois que le premier point à préciser et pourtant je sais que j'ai des clients qui font tout le contraire, mais c'est la première chose que je leur dis. Moi, je ne recommande pas d'investir dans l'immobilier à l'étranger. En tout cas, c'est pas du tout la première recommandation que je ferais, sauf quelqu'un qui aurait des liquidités de manière très importante et qui déciderait de consacrer une petite partie de ses liquidités à un investissement à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les banques, elles nous financent pas pour des investissements à l'étranger. Donc si une banque nous finance pas pour l'investissement à l'étranger, ça veut dire qu'il faut mobiliser sa trésorerie. Et mobiliser sa trésorerie, c'est un peu le contraire de ce qu'il faut faire lorsqu'on souhaite faire lorsqu'on est investisseur. Mais ça, les auditeurs le savent évidemment. Le troisième point, c'est qu'il faut une personne de confiance sur place. Aller investir dans tel ou tel pays sans avoir au minimum une personne de confiance sur place qui va potentiellement suivre les travaux,
potentiellement, qui connaît un peu le marché, qui connaît comment ça fonctionne, il faut pas avoir peur, quoi. Il faut partir Donc, en fait, ce que je suis en train de dire très simplement, en un mot, c'est que investir à l'étranger, c'est très risqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gestionnaires de patrimoine le savent, hein, on met une échelle de risque en fonction des profils d'investisseurs. Voilà, quand on investit à l'étranger, on est au max, quoi. On est au max du risque qu'on peut prendre. Alors après, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour ça qu'il faut pas investir à l'étranger, hein, je m'y oppose pas évidemment, mais je crois que c'est un point de départ qu'il faut avoir en tête. Une fois que je sais ça, après, évidemment, il y a l'analyse fiscale qui entre en jeu. Comment ça va fonctionner, par exemple? On va prendre du très concret parce que je crois que c'est ce qui intéresse tes auditeurs, hein. Imaginons que demain, j'ai envie d'investir, je sais pas, choisis le pays, un pays dans lequel j'ai envie d'investir dans l'immobilier, celui que tu veux. Je sais pas, en Roumanie, par exemple, j'étais comme ça. Ouais. Donc, prenons la Roumanie, comme si j'allais investir dans un bien immobilier en Roumanie. Donc, la première chose que je vais devoir faire, c'est me renseigner si en Roumanie, je peux investir en nom propre ou en société. Est-ce que j'ai le choix, déjà? Parce qu'il y a des pays dans lesquels on n'a pas le choix. On est obligé de créer une société pour investir. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais devoir, donc une fois que je vais avoir fait mon investissement, je vais devoir me renseigner sur la fiscalité entre la Roumanie et la France. Je vais devoir donc consulter ce qu'on appelle la convention fiscale entre la France et la Roumanie. Pourquoi? Parce que cette convention va prévoir où est-ce que je suis imposé, en Roumanie ou en France, et comment ça va fonctionner concrètement. Parce que c'est pas parce que j'investis en Roumanie que je paye pas d'impôt en France, hein. Lorsque j'investis en Roumanie, alors je peux vous le dire, j'ai la convention à peu près pas trop loin dans ma tête, parce que j'ai l'habitude de travailler sur des conventions tous les jours. Évidemment que nos revenus locatifs de source roumaine seront imposés en Roumanie. Mais pour autant, j'ai quand même des obligations déclaratives en France. Je suis obligé de déclarer mes revenus locatifs de source roumaine en France. Je ne serai pas imposé une deuxième fois en France dessus, mais on va en tenir compte dans mon taux d'imposition. D'accord. Concrètement, ça fait quoi l'impact de cette prise en compte dans notre imposition des revenus? Ouais. Alors là, je vais être un peu plus technique là. Il va falloir s'accrocher un peu plus pour tes auditeurs. Concrètement, si j'ai des revenus locatifs de source roumaine, je paye mon impôt sur mes revenus locatifs en Roumanie, d'accord? Mais mes revenus de source roumaine, je vais quand même les déclarer en France, ok? Je ne suis pas imposé une deuxième fois sur ces revenus en France. Par contre, je vais rajouter ces revenus roumains dans ma base d'imposition en France. Et donc, ça va augmenter mon taux d'imposition de mes revenus français. Est-ce que j'ai été clair? Ça veut dire qu'en gros, on fait la situation. Paco, il gagne 100 de salaire par an en France. Il a 10% d'impôt sur ces 100. Si demain on te rajoute des revenus roumains, tu gagneras 100 de salaire en France plus par exemple 15 de revenus roumains, et tes 100 de salaire français, ils seront plus taxés à 10%, mais peut-être à 12%. D'accord, donc si je comprends bien, ça nous pousse, possiblement, ça nous fait monter sur une tranche d'imposition plus élevée juste parce qu'on a ces revenus à l'étranger, quoi. Ouais, pas sur une tranche parce que c'est un peu plus technique que ça, mais ça augmente le taux d'imposition de nos revenus français. Oui, donc pas très malin d'un point de vue purement fiscal. Non, encore une fois, il y a une étude à faire en fonction de chaque pays, mais ne pas croire que ça n'a aucune incidence en France. D'accord. Ok, non, c'est un peu technique, hein, ça. J'avoue que c'est un peu technique. Il y a pas de problème, on aime bien aussi un peu de technique, aller un peu dans le détail aussi, c'est pas mal. Non, c'est cool. J'ai envie un petit peu d'ouvrir du coup maintenant plus largement sur le cadre fiscal peut-être qu'on a en France depuis les dernières années. Il y a des évolutions dont on parle, tu vois, tous les ans on regarde un peu la loi de finances. Je sais que tu étais très impliqué sur pour cette dernière élection présidentielle. Je crois que tu avais envoyé un rapport directement au ministre des Finances sur des améliorations à faire du cadre fiscal en France. Est-ce que tu peux nous parler peut-être globalement des choses qu'on pourrait attendre, voir venir en bien ou en mal en fait sur le cadre fiscal en France, si vraiment les choses vont bouger et si elles pourraient bouger en fait, dans quel sens ça pourrait aller? Alors déjà, j'ai pas la prétention d'être celui qui va réformer la matière fiscale juste avec mes propositions, hein. Évidemment, en toute humilité, évidemment, j'ai transmis un rapport à tous les candidats à la présidentielle avec je crois 40 propositions à l'intérieur. Il y en a déjà certaines qui sont reprises par le président actuel, donc c'est une bonne chose. Ça avance, ça évolue et ils tiennent compte du travail fait par des professionnels, donc c'est une bonne chose. Alors je crois que déjà il y a un point de départ que tout le monde doit avoir en tête. C'est vrai que là en ce moment on est en plein dans le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, pour tes auditeurs, c'est un texte qui sort tous les ans et dans lequel
on fixe le budget de l'État pour l'année suivante. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de travailler sur le budget de l'État pour l'année 2023. Ça, c'est un point important. Et la fiscalité qui est mise en place dépend du budget de l'année suivante. Donc là, dans le projet de loi de finances, on est en train de travailler sur la fiscalité pour 2023. Et pour la parenthèse, mais moi, depuis quelques années, j'accompagne un certain nombre de députés pendant cette période pour essayer justement d'améliorer la fiscalité. C'est pas une question de parti politique, ça on s'en moque. Je travaille avec des députés de plusieurs partis. Le but, c'est d'essayer de trouver des modifications qui sont intéressantes, pas d'être attaché à un parti ou à un autre. Et il faut savoir qu'en France, depuis 1974, tous les budgets, chaque année, sont votés en déficit. C'est-à-dire que on commence l'année, là j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, on commence l'année en se disant, les gars, cette année, on va essayer de finir à moins 178 milliards d'euros. C'est quand même assez, et tu vas voir que je vais relativiser ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même incroyable même pour nous qui sommes chefs d'entreprise, de se dire, on commence en se disant, on va faire moins 178 milliards. Alors, évidemment, on n'a pas le choix. Il faut financer tous les services publics et les auditeurs qui nous écoutent. Je veux surtout pas lancer la pierre à l'État français quand je dis ça, parce que nos enfants, ça leur coûte rien d'aller à l'école, la santé, la culture, les transports, la justice, la police, toutes ces choses-là, c'est les services publics, il faut les financer, évidemment. D'accord ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça devient quand même de plus en plus compliqué parce qu'on assure de plus en plus de missions de service public, l'État assure de plus en plus de missions de service public, ça devient compliqué de faire autrement que de prendre beaucoup d'impôts aux Français. Parce qu'il faut financer tout ça. Il faut financer toutes ces missions de service public. Donc, aujourd'hui, on est à un taux d'imposition en France qui est le plus... On nous a qualifié il y a quelques années des champions du monde des impôts, des champions du monde de la fiscalité. Parce que on finance tellement de services publics que c'est normal qu'on paye beaucoup d'impôts. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point de départ quand même à avoir en tête. Et moi, à tous les Français qui se plaignent de payer beaucoup d'impôts, je dis toujours, attends, toi, t'as 3 enfants à l'université, t'as une maladie qui nécessite des traitements importants, bon, toi, t'as pas le droit de te plaindre, quoi, du coup. Je plaisante, évidemment, quand je dis ça, mais tu vois un peu l'idée. Ça, c'est le point de départ. Alors, évidemment, après, sur les évolutions fiscales, on aura toujours des responsables politiques qui vont essayer de trouver un équilibre un peu meilleur entre les dépenses et les recettes. Sauf que pour pouvoir baisser les impôts de nos contribuables, quelle est la seule solution en vérité ? La seule solution, c'est de baisser nos dépenses, les dépenses de l'État. Ça veut dire assurer moins de missions de service public. Ça veut dire que, par exemple, demain, quand on va chez le médecin, ça nous coûtera 20 € point. Et pas de remboursement. Par exemple. Est-ce que les Français sont prêts à ça ? Je suis pas sûr. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça, c'est le cadre fiscal global. Alors après, évidemment que j'espère qu'il y aura des évolutions positives. Évidemment, j'espère que, par exemple, le régime loueur meublé non professionnel demeurera. Ça, c'est l'éternel débat. On voit passer sur les réseaux. C'est un régime qui tiendra jamais. Vous savez quoi? S'il tiendra jamais, surtout ne le faites pas, laissez-le moi. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il doit disparaître, ce régime, que finalement, aujourd'hui, il fait partie de notre législation. Et il n'est pas prévu qu'il en soit autrement. Moi, les textes, je les suis tous les jours. Avec mon équipe, on suit les textes tous les jours au quotidien. Il y a aujourd'hui pas de très grandes réformes qui arrivent. Il n'y a pas de bouleversement qui arrive. Sur l'immobilier, il faut s'attendre, oui, à une hausse importante de la taxe foncière. Ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Ça compense la suppression de la taxe d'habitation, qui a quand même arrangé pas mal de monde. Suppression de la taxe d'habitation, au passage, qui concerne que les résidences principales. Je tiens quand même à le préciser. Qui concerne pas tout ce qui est résidence secondaire. Après, on n'a pas de très grandes réformes qui arrivent. Si tu as des questions précises, n'hésite pas, mais on n'a pas de grosses réformes qui vont nous revoir complètement le plan de la fiscalité française aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est ça exactement ce que je voulais voir avec toi. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'effectivement, régulièrement, il y a des signaux d'alarme peut-être trop marqués d'influenceurs ou autres qui commencent, ou même des médias, tout simplement, qui disent la dernière niche fiscale va être rabotée, c'est obligé. Et c'est vrai que et c'est bien d'avoir le bénéfice aussi de toutes ces années où tu as suivi le cadre fiscal en France, parce que au-delà des annonces et des articles de médias, en fait, il y a la réalité pour nous investisseurs. Et c'est là où, quand on prend des décisions, nous, on veut savoir ce qui va réellement se passer de manière pragmatique, pas ce qui risque ou tu vois. Et donc, moi, je sais que j'essaie de me déconnecter un peu des médias et de me concentrer sur le spécialiste, les choses qui vont ou pas se faire. Donc, tu confirmes que finalement, pour le moment, en tout cas, on reste sur des régimes qui restent relativement stables si on voit au travers les dernières années, quoi.
Exactement, on est sur quelque chose de très stable. Je peux même te dire qu'il y a quelques jours, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas d'évolution sur la fiscalité des crypto-monnaies dans la prochaine loi de finances. Donc, il n'y aura pas de gros bouleversements cette année. Par contre, il y a une vraie réflexion qui va être entamée l'année qui arrive. Donc, il faudra être très vigilant fin d'année prochaine, parce qu'à mon avis, dans la prochaine loi de finances, on aura des évolutions. Mais voilà, ça encore une fois, tu vois, moi, j'ai une personne de mon équipe là qui est à temps plein tous les jours sur l'évolution du projet de loi de finances et sur les débats qu'il y a à l'Assemblée nationale en ce moment. Ça peut pas être à peu près. Ça peut pas être, comme tu le disais, les influenceurs qui en parlent, etc. Non, n'en parlez pas. Vous faites pas de fiscalité. Restez sur votre domaine de compétences. Restez sur là où vous êtes bon. Mais la fiscalité, on peut pas s'amuser. On peut pas dire à quelqu'un peut-être que ce sera ça. Non, pour l'instant, il y a rien. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution marquante en crypto-monnaie. Il n'y a pas de suppression du régime LMNP. Le jour où ça arrive, vous serez au courant. Pas de problème. Mais pour l'instant, non. Sur les cryptos, ça m'intéresse de savoir quand même peut-être si là les tâtonnements qu'il y a dans les discussions là-dessus, est-ce que c'est sur les sorties non fiat par exemple des cryptos, enfin des monnaies crypto qui actuellement ne sont pas taxées en fait, est-ce que c'est là-dessus ou des trucs, enfin. En fait, tu as plusieurs sujets. Là, par exemple, là, pendant le projet de loi de finances, là, en ce moment, tu as un certain nombre de députés qui ont fait des propositions, qui ont demandé des choses. Ils ont, par exemple, demandé que lorsque pendant une année, tu as un comment on pourrait appeler ça, un déficit, que tu as perdu de l'argent, une moins-value, pardon, plutôt qu'un déficit, ils ont demandé qu'elle puisse être reportable, cette moins-value, sur plusieurs années, sur 3 ans. Aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, cet amendement n'a pas été retenu, pour l'instant. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, c'est évidemment ce que tu disais, c'est le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a des personnes qui ont des crypto-monnaies, qui ont une plus-value latente, une plus-value potentielle, mais ils convertissent pas en fiat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la conversion, c'est 30%. C'est de la flat tax. Fiscalité à 30%. Est-ce que ça va évoluer? J'en sais rien. Les travaux de réflexion sont en cours et il n'y a même pas de piste pour l'instant de ce qui va être tranché. Moi, je vais te dire 2 choses. La première, c'est que dans les propositions que j'avais faites au gouvernement et aux différents candidats, j'avais suggéré qu'on mette en place une exonération de la conversion à condition de réinvestir dans des produits soumis à TVA. Parce que je me disais, on va inciter les gens à convertir et à mettre leur argent dans la consommation et à payer de la TVA. Pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Peut-être que ça le sera, peut-être que ça le sera pas, j'en sais rien. Deuxième sujet intéressant par rapport à cette conversion, moi je le dis quand même à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des crypto-monnaies, une taxation à 30% d'une plus-value, c'est pas si énorme. Parce que en immobilier, on est à 36,2%. Et les dividendes, c'est 30%, et les intérêts, c'est 30%. Donc, est-ce que il n'y a pas un sujet de réflexion à se dire c'est 30 cette année, peut-être que l'an prochain sera 35, j'en sais rien. Non, mais non, tout à fait. Et puis c'est 30% de quelque chose qu'on a, enfin voilà, qu'on a en tout cas en bull market, qu'on a gagné peut-être en une semaine, tu vois. Il y a eu des telles variations. Parfois, tu gagnes 1 million, tu payes 300 000, mais tu gardes 700 000 dans la poche. C'est quand même extraordinaire. Ok, on regardera alors si finalement il y a des choses qui vont sortir, notamment l'amendement qu'on appellera l'amendement d'Aragon, je pense, sur la reconversion. Non, peut-être simplement. Non, mais là pour le coup, je le dis au passage pour les auditeurs, mais je vais organiser un webinaire la fin novembre, je crois le 17 novembre de mémoire, où je vais faire un point sur tous ces projets de loi de finances et toute la loi de finances qui arrive, justement pour mettre en avant les vraies mesures, pas les on-dit, vraiment le travail de fond derrière. Qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà, mais ce sera pas, on va pas faire des révélations incroyables. On n'est pas là pour vendre du rêve. On est là juste pour faire un état de ce qui risque d'arriver en 2023. La fiscalité pour 2023, qu'est-ce que ça va être? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'il y a des moments à pas rater justement dans les agendas, tu vois? Est-ce que par exemple, on suit la loi de finances 2023 et une fois que c'est bouclé, que c'est signé, que c'est voté surtout, c'est mis en application et ensuite on est tranquille jusqu'à l'année suivante, ou est-ce qu'au milieu d'année, un ministre peut mettre un amendement et puis changer toute la donne d'un coup? C'est une super question et ça me permet en plus de dire un truc qui est hyper concret pour tes auditeurs. Le rendez-vous à ne pas louper pour tes auditeurs, c'est à chaque fois fin septembre ou début octobre. C'est au plus tard le premier mardi d'octobre pour être précis dans la législation. Donc fin septembre, début octobre, on a le projet de loi de finances qui sort.
Et alors, ce projet de loi de finances, c'est un énorme document qui fait 300 ou 400 pages et qui est franchement très compliqué à lire lorsqu'on n'est pas fiscaliste. Par contre, avec le projet de loi de finances, il y a un document qui sort. Regarde, je vais te montrer la tête que ça a. Je le prends juste à côté. Hop. C'est ce qu'on appelle, regarde la tête que ça a. C'est le dossier de presse de la loi de finances. Et ce dossier de presse de la loi de finances, c'est un dossier de presse qui est fait par Bercy, D'accord. Par le ministre de l'économie, Mhm. et qui récapitule les grands chiffres du budget de l'année suivante et toutes les principales mesures fiscales de l'année suivante qu'ils veulent mettre en application. C'est-à-dire que dès que ce document sort, tu sais à peu près dans quel sens ça va aller l'année suivante. Alors, une fois que le document est sorti, il va y avoir des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat pendant 2 mois qui vont venir modifier tout ça. Évidemment, mais déjà ça te donne, tu vois, l'orientation, la ligne directrice. Si dans le document il y a marqué que les dividendes ils vont être taxés à 35% au lieu de 30%, tu sais que même si ça passe pas, l'année suivante ça pourrait passer et qu'on est dans cette logique de hop, on monte vers le haut la taxation des dividendes. Tu vois, donc ça te donne en fait une idée déjà de l'orientation mentale du gouvernement. Ok, ouais, non, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est vraiment l'intention. Ensuite, il y a peut-être ce qui est voté, c'est peut-être une version édulcorée ou du moins réduite en fait sur les impacts parce qu'il y aura eu des discussions. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Des fois, c'est une version renforcée. Ça dépend vraiment des années. Moi, je me souviens, pour te donner un exemple, moi, je me souviens, je travaillais avec plusieurs députés. Par exemple, on avait ce sujet, moi, que je trouvais intéressant. Nos médaillés olympiques, ils reçoivent une prime quand ils ont une médaille. Et la plupart du temps, nos médaillés olympiques, quand tu prends par exemple les Jeux olympiques d'hiver, c'est pas des gens qui gagnent des sommes astronomiques, comme les footballeurs par exemple. Ils prennent une médaille olympique, ils prennent 50 ou 100 000 euros, mais généralement ces 50 ou 100 000 euros, c'est ce qui te permet de tenir les 4 saisons suivantes jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Et la question se posait, on avait introduit ça dans la loi de finances il y a quelques années, et ça c'était une belle victoire. Si tu fais rien, cette prime, elle rentre dans ton impôt sur le revenu, et puis tu te retrouves dans la tranche la plus élevée d'un coup l'année où tu reçois la prime, quoi, tu vois. Donc moi, je trouvais ça un peu difficile pour le sportif de haut niveau qui avait gagné sa médaille, représentant de la France, et qui se retrouve fiscalement très lourdement imposé. Et on avait obtenu, il y avait 2 choses, c'était soit l'exonération de cette prime, soit au moins qu'elle soit étalée sur 5 ans, pour éviter qu'ils franchissent la tranche la plus élevée d'un coup, quoi, si tu veux. Donc, voilà à quoi ça sert, la loi de finances. Ça sert, en fait, à améliorer des petites choses de la fiscalité française pour rendre les choses les plus cohérentes possibles. Donc, tu lis effectivement le dossier presse de la loi de finances pour... T'as plein de trucs dedans. Tu vois, alors, si tu veux, on peut même le faire en direct. Je sais que c'était pas prévu, tu vois. Mais je sais que t'es comme moi, t'es en mode passion, tu vois. Par exemple, hop, je prends, t'as un truc très intéressant dans ce dossier de presse. Mais t'as un truc, hop, t'as les chiffres clés. Tu vois, dans les chiffres clés, quand tu regardes les chiffres clés, tu sais exactement, par exemple, tu sais que en dépenses envisagées pour l'année prochaine, t'as 500 milliards. Et en recettes, t'as 345 milliards. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, on sait qu'à la fin, on va faire moins 158 milliards. C'est marqué, c'est écrit, quoi, c'est pas moi qui l'invente. Et tu sais également que, regarde, je te donne des infos, tu les as peut-être pas, tu vas voir, elles sont hyper intéressantes pour l'auditeur. L'impôt sur le revenu, ça rapporte environ 87 milliards d'euros par an. L'impôt sur les sociétés, il nous rapporte 55 milliards d'euros. Et la TVA, 97,4 milliards. Ça veut dire que la TVA, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État français. Là, ça permet de comprendre des trucs. Ça permet aussi de te dire que lorsque l'État il a besoin d'argent, il a peut-être plutôt intérêt à augmenter la TVA qu'augmenter l'impôt sur le revenu, tu vois. C'est des petites choses. Mais ça permet aussi de comprendre la logique d'ensemble, comment ça fonctionne. Non, ça, excellent recommandation. Donc, en premier pas, d'essayer de comprendre les mécanismes à partir de là, de comprendre l'orientation, du coup, là où les gens veulent aller, du moins les gens, le gouvernement en place. Et puis derrière, du coup, comme tu dis, la version votée va être différente. Quand est-ce qu'on peut consulter la version votée? 2 mois après, 1 mois après? La loi de finances, elle est adoptée toute fin décembre. Généralement 27-28 décembre. Comme tu t'en doutes, personne s'y intéresse à ce moment-là. On sort de Noël, Ouais. On sort de Noël, il y a le jour de l'an qui arrive, et t'as quand même des passionnés comme moi qui vont être à l'intérieur de la loi de finances à ce moment-là pour bien savoir exactement ce qui va se passer en 2023. Ça fait partie du job.
Mais c'est sûr que les influenceurs dont tu parlais tout à l'heure, ça, ils y seront pas, quoi. Le 27-28 décembre, ils y seront pas. Ok, ouais. Non, bon, c'est ce que tu fais du coup entre Noël et jour de l'an, quoi, tous les ans. Excellent, bah top. Et j'espère qu'on pourra mettre, on mettra des liens le plus possible vers ce dont on est en train de parler, parce que je pense que ça pourrait être vraiment cool pour les gens qui nous écoutent. C'est top. Simon, il y a énormément de trucs qu'on pourrait encore développer, mais est-ce qu'il y a peut-être une chose essentielle qu'on a peut-être oublié de parler ou qui te tient à cœur de discuter maintenant? Alors je réfléchis, tu sais, je suis tellement passionné et je pense que tu l'as compris, mais tout le monde le sait, tous les gens qui me suivent sachent que je suis très passionné par ce que je fais et très passionné par ma matière. Non, je pense simplement que si je devais récapituler peut-être quelques principes qui me semblent importants, déjà, c'est une évidence qu'il faut s'intéresser à la fiscalité. Je veux dire, vous pouvez pas mener un business, faire de l'investissement sans vous intéresser un minimum à la fiscalité. Deux, ne cherchez pas uniquement à tuer la fiscalité. On n'est pas là pour payer 0 d'impôts. Avec tous les avantages qu'on a en France, il faut payer des impôts, il faut permettre à nos services publics d'être correctement réalisés. Et 3, dormez tranquille. Dormez tranquille. Et pour dormir tranquille, on s'entoure correctement, on suit les évolutions, on s'adapte, on maîtrise tout ce qu'on fait, et puis ça va aller. Et puis ça va aller. Et si les choses changent, on adapte sa stratégie et on adapte son fonctionnement. Inutile de faire des projections des si se passe ça, si le régime LMNP disparaît. Non, aujourd'hui il existe. Il n'y a rien qui prévoit sa suppression pour l'instant. Donc, on reste assis sur ce qui existe, on utilise ce qui existe pour mettre en place sa stratégie, et le jour où il faut évoluer, on évolue. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une façon très sereine de voir ces investissements, et surtout qu'on a en tant qu'entrepreneur, parce que l'investissement c'est de l'entrepreneuriat, on a vraiment d'autres choses plus de valeur ajoutée à faire avec son temps que essayer de gratter un peu, optimiser sa fiscale, quoi, je pense. Bien sûr, bien sûr. Tu sais ce que je dis toujours, hein, soit on regarde vers le haut, soit on regarde vers le bas. Soit on passe son temps continuellement à essayer de baisser ses impôts, soit on se dit, je vais gagner plus en maîtrisant ma fiscalité. Et si je gagne plus en maîtrisant ma fiscalité, finalement, c'est comme si j'avais baissé mes impôts. Mais je l'ai fait de manière positive. Super. Simon, est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais indiquer aux auditeurs, autres que celles dont on a parlé maintenant, pour continuer à se former sur ce sujet? Alors, je peux éventuellement, évidemment, citer mon livre, Fiscalité immobilière, que j'ai sorti en mai dernier et qui est le bouquin de fiscalité le plus vendu de tout le temps, de tous les temps dans la matière, parce que comme vous en doutez, c'est une matière qui est pas forcément, on va dire qu'on se bat pas dans les librairies pour avoir un bouquin de fiscalité normalement, mais non, je suis très fier que ça ait fonctionné de la sorte. Vous avez compris que mon objectif, c'est de rendre la fiscalité accessible à tous. Avec des mots simples, avec des mots compréhensibles. J'espère que ce podcast et cet enregistrement en seront le témoignage. Donc un bouquin sur la fiscalité immobilière pour ceux qui veulent apprendre des choses à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai dit, le projet de loi de finances et le dossier de presse, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Je pense que ça vaut le coup. En termes de, on va dire formation, même si j'aime pas dire le mot formation parce qu'il est un peu utilisé dans tous les sens. Je vais pas vous renvoyer vers des formations réalisées par des non-spécialistes et par des non-fiscalistes. Hors de question, on le voit suffisamment et je te le dis entre nous, quand je vois toutes les personnes qui organisent des conférences sur la fiscalité et qui n'ont pas un seul diplôme en fiscalité, je comprends pas comment c'est possible. Non, il y a un diplôme universitaire qui existe, qui s'appelle éducation fiscale et financière. C'est le seul qui existe en France, je l'ai créé l'année dernière. C'est une réussite incroyable. Il se déroule à Lille. Bon, je t'enverrai le lien si ça t'intéresse. C'est l'objectif de s'éduquer fiscalement et financièrement, mais avec des vrais spécialistes, avec des vrais professionnels du métier pour maîtriser de mieux en mieux sa fiscalité, sa comptabilité, ses finances, mais avec des vrais spécialistes. Parfait. Non, mais je le connaissais pas, ça j'avais pas vu passer, donc on mettrait dans les liens. T'as réussi à l'intégrer dans un cursus particulier académique ou c'est vraiment juste pour tout le monde en fait? Ça a pas été simple, comme tu t'en doutes. Quand tu arrives dans une université, moi je suis maître de conférence à l'université, je l'ai dit tout à l'heure. Je dirige le master de droit fiscal, donc ça c'est un vrai master pour le coup qui est réservé à des juristes qui ont déjà bac+3 en droit, etc. Mais j'ai créé ce diplôme universitaire qui est un diplôme complémentaire et j'ai volontairement fait passer le fait qu'il est sans prérequis.
Parce que mon objectif, c'est justement de permettre à tous les professionnels de toute la France de venir se former et d'avoir une vraie éducation fiscale et financière avec un diplôme que tu peux mettre sur ton CV. C'est pas la formation de Monsieur X qui a 100 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai diplôme que tu peux mettre sur ton CV. Avec, j'imagine, tout l'audit qu'il y a derrière par l'éducation nationale et autres pour... L'avantage, c'est ça, c'est que c'est un vrai diplôme en vérité. Il y a une vraie reconnaissance académique. Excellent, bravo pour ça, bravo pour le livre, bravo pour tout ça. Enfin, tu vois, ton actualité est très très chargée. Je vois ça. Puis ouais, merci surtout d'être passé ici nous voir et pouvoir discuter sur ce sujet d'expertise. Les gens qui veulent prendre contact avec toi, tu les dirigerais où en priorité? Alors tout le monde peut m'écrire sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, sur mon compte d'Aragon Conseil, c'est le nom de ma structure. C'est moi qui réponds, Il y a personne derrière, j'ai pas délégué, non, je réponds aux gens moi-même, même si j'ai une communauté qui commence à être un peu importante, je tiens à faire des réponses personnalisées. Et je vous donnerai, ceux qui sont intéressés, je vous donnerai une adresse mail, je peux te la laisser Paco, mais je peux donner une adresse mail à laquelle m'écrire si jamais vous avez des besoins d'accompagnement, avec grand plaisir. Et puis voilà, naturellement, sur les différents réseaux sociaux, et puis peut-être en vrai, en physique, prochainement dans différents événements. Yes. Et on note fin novembre le webinaire aussi. On essaiera de mettre ça dans les liens. Ça peut être très intéressant pour les gens aussi. Super. Simon, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Paco. Et pour tes éclairages. Et je te souhaite une très bonne semaine, bonne journée et puis bonne continuation. C'est top. Merci beaucoup, Paco. Toi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!